sincère pour tous ceux qui ont organisé cette conférence et qui m'ont gentiment invité. Alors au départ, on m'avait dit qu'est-ce qui t'arrange, parler debout, assis. Normalement, j'ai dit que j'allais pas faire debout parce que bon, ça fait un peu meeting et c'est vraiment pas là où je suis le meilleur. Ah, faut mettre une vidéo d'abord, d'accord. La vidéo, du coup. Élu dès le premier tour avec 60% des voix, le colonel Azali est accusé d'avoir orchestré une fraude généralisée aux Comores. Lundi dernier, le pouvoir militaire a dispersé violemment les opposants dans la capitale Moroni. Bilan 3 morts et 2 blessés. Ce qui s'est passé sur l'île d'Anjouan, ce qui s'est également passé à la Grande Comore. Vous savez que les censeurs ont été exclus des bureaux de vote. Depuis le matin, nous avons cherché à rencontrer le président de la CENI, mais il a refusé. En ce qui concerne l'île d'Anjouan, il y a des morts et des blessés. Nous déclarons donc auprès des Comoriens et de ceux qui aiment les Comores que nous, membres de l'opposition, nous ne reconnaissons pas la gouvernance du colonel Assoumani, ni son gouvernement, et à partir de maintenant, pour nous, il est illégitime. Les 12 adversaires du président Azali Assoumani ont par ailleurs appelé le peuple à résister et à se mobiliser contre des fraudes en cours lors d'une manifestation. Aucun ne doit pas venir au palais du peuple. Chers militants et militantes, empêchez tous les caisses d'arriver à Moroni. Vous savez ce qui s'est passé depuis le matin dans Anjouan, Moïli à la Grande Comore. Nous vous appelons tous de nous rejoindre à Moroni au palais du peuple. Depuis le référendum constitutionnel de juillet 2018, le climat politique comorien s'est singulièrement dégradé. Adopté avec 92,74% de oui, cette révision de la Constitution a permis au président Assoumani de renforcer ses pouvoirs, l'autorisant notamment à effectuer 2 mandats successifs au lieu d'un. Il a ainsi mis un terme à la règle phare de la présidence comorienne. Depuis lors, le président enchaîne des mesures dénoncées par l'opposition comme étant idéales de manifester étant l'une d'elles. Sont descendus dans les rues de la capitale Moroni ce samedi 30 novembre pour réclamer la démocratie et l'état de droit et dénoncer ce qu'elles appellent la dictature d'Azali. Après une conférence au restaurant Le Sénacante, les femmes ont défilé de Volo jusqu'à la place de l'Indépendance. La manifestation était de nature pacifique. Elles ont entamé une prière pour le pays. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser le rassemblement qui se déroulait jusqu'à là sans aucun trouble. Une dizaine de femmes ont été arrêtées ainsi que le journaliste Ouveidillah Chama qui couvrait l'événement en direct sur Facebook FM du fameux Abdallah Aboua. À Marseille, c'est l'Union des Comoriens pour dénoncer l'élection de leur président accusé de fraude électorale. Il y a les observateurs internationaux et nationaux qui étaient sur place, qui ont fait leur constat et ils ont dit que ces élections-là n'ont pas été ni crédibles ni transparentes. Aujourd'hui à Marseille, la communauté exige son départ du pouvoir. On peut appeler cela un coup d'État institutionnel. Est-il permanent? Oui. Ça fait plusieurs fois que ce pays a eu à souffrir de nombreux coups d'État. Et cet homme qui est à la manœuvre, qui s'appelle Azali Assoumani, cet homme était familier des coups d'État. C'est un véritable putschiste.
Depuis le début, j'entends parler du 24 mars, j'espère ne pas me tromper de date. Le 24 mars 2019, on nous explique que en fait, tout aurait commencé là. En fait, en réalité, cette histoire, elle date depuis très très longtemps. Bon, après, chacun son interprétation de l'histoire, hein, on n'est pas là pour débattre sur qui a commencé quand. Mais en 2016, le président actuel est élu, après des péripéties un peu sulfureuses, mais il est élu en 2016 pour 5 ans, conformément à la Constitution de 2001. Et lorsqu'il est élu, le président Azali prend un pays dans lequel une constitution existe depuis près de 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, c'est la constitution la plus longue de l'histoire de notre pays. On n'a jamais eu de constitution aussi stable. Il faudrait peut-être remonter à 1978, la constitution de la Deuxième République, pour trouver une constitution très longue. Elle a duré jusqu'en 92. Et donc il tombe sur une constitution très stable, des institutions elles-mêmes stables. Il hérite d'un pays qui fait quand même à l'époque exception, presque, dans le continent africain, c'est-à-dire un pays dans lequel 4 présidents se sont succédés, tous démocratiquement élus, sans les scènes de heurts et parfois de guérilla urbains qu'on peut observer ailleurs. Donc on pouvait se dire qu'on était dans la bonne voie, tout allait presque très bien et qu'il fallait peut-être maintenant accélérer pour passer à autre chose. On ne pouvait pas imaginer ce jour-là qu'on allait encore retomber dans des problèmes institutionnels. Et puis, les jours avancent et un acte est pris. Le premier, un acte assez intéressant, le président de la République prend un décret. Et dans ce décret, il va dissoudre ce qui semblait être une commission qui devait lutter contre la corruption. Alors, quand on dissout un instrument de lutte contre la corruption, évidemment, ce n'est pas vraiment bon signe. Quoi qu'il en soit, c'est que ce décret venait dissoudre une commission qui a été créée par une loi. Donc, aux Comores, vous voyez un peu la hiérarchie des normes, ce n'est pas vraiment le souci des dirigeants. Quoi qu'il en soit, 2017 arrive très vite, et en juin 2017, le mandat, entre guillemets, hein, parce que c'est un mandat, ils sont nommés, mais c'est un mandat, le mandat des juges de la Cour constitutionnelle va s'épuiser. Et nous, au Comores, on avait un système complètement absurde qui veut que les mandats des juges à la Cour constitutionnelle s'arrêtent au même moment. Ce qui veut dire qu'au même moment, il n'y a plus personne. C'est un système qui existe presque que chez nous, parce qu'en général, il faut renouveler par tiers, comme ça au moins il y en a certains qui sont là. Et en juin, quand le mandat arrive à expiration, alors on commence un peu à écrire, à dire c'est pas normal, on vit dans un état où il n'y a pas de cour constitutionnelle, on ne renouvelle pas le mandat des juges, ça dure comme ça pendant un certain nombre de temps. Alors je ne sais pas si vous imaginez une situation dans laquelle il n'y a pas de juge constitutionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas
le garant du respect de la Constitution, c'est-à-dire que le président de la République gouverne sans même la limite de la Constitution. Et ensuite arrive ce qui pour moi est l'acte de naissance de la forfaiture, arrive ce vendredi 12 avril 2018. Alors ce vendredi 12 avril 2018, c'est un peu le péché originel, hein. C'est-à-dire qu'à partir du vendredi 12 avril, tout ce qui suit est complètement illégal. Donc, qu'est-ce qui se passe ce vendredi 12 avril? Une décision du président de la République est prise sur le fondement d'un article dont personne, à mon avis, connaissait l'existence jusqu'à ce jour, parce que c'est un article complètement enfoui dans la Constitution, qui est l'article 12-3, qu'il est allé déterrer cet article. Et sur le fondement de cet article, il va considérer que nous sommes dans une situation exceptionnelle et protéger le pays contre une menace exceptionnelle. Alors, pour faire assez simple, hein, l'article 12-3, pour que vous ayez un peu à l'esprit ce que c'est une inspiration. Et c'est parce que je suis gentil, hein, normalement, en réalité, c'est un copier-coller de l'article 16 qui existe dans la Constitution française, dont même les Français eux-mêmes n'en sont pas très très fiers. Et cet article 12-3 explique que lorsque l'indépendance de la nation ou l'intégrité de notre territoire, ou bien le fait d'exécuter nos engagements internationaux, si au moins un des trois, pas tous les trois ensemble, au moins un des trois enjeux, cumulé avec un arrêt du fonctionnement régulier de toutes les institutions de la République, parce qu'il y aurait une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, toutes les institutions de la République, le président a le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimera nécessaires pour protéger la République. Et donc le président explique, dans la mesure où il n'y a pas de juge à la Cour constitutionnelle, c'est quand même assez dangereux, c'est une situation exceptionnelle, et que donc je peux prendre une mesure exceptionnelle qui consiste à transférer les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Et tenez-vous bien, parce que qui c'est qui nomme les membres à la Cour constitutionnelle? Évidemment, c'est le président, en tout cas au moins un des membres, c'est le président de la République. C'est-à-dire que, au fond, il y a une situation dans laquelle il aurait pu réguler lui-même, il laisse la situation se pourrir, et ensuite on dit il y a menace, et ensuite on utilise les pouvoirs exceptionnels. Cette décision n'était pas fondée en droit, il n'y avait aucune justification, parce qu'évidemment la menace, elle n'était ni grave ni immédiate. Elle n'était pas grave parce que qu'il n'y ait pas des membres à la Cour constitutionnelle, il suffit de les nommer, hein, c'est pas très compliqué. Hein, ça prend 30 minutes, hein, 4 décrets, 30 minutes de prestation de serment, et on règle le problème. Donc la menace n'était pas grave. La menace était-elle immédiate? Non, puisque ça datait depuis le 7 juin 2017. Donc la menace n'était pas immédiate. Et en plus, pour pouvoir utiliser ces mesures exceptionnelles, il doit en informer la nation. Sauf que la nation n'en a pas été informée. Et en plus, le clou, on va dire un peu l'ironie du sort, c'est que pour utiliser cet article, il doit demander l'avis de la Cour constitutionnelle. Donc, comment demander l'avis de quelqu'un qui n'existe pas, c'est un peu le miracle qu'il a réussi à faire. Quoi qu'il en soit, la décision a été prise, et une fois que vous prenez une décision qui consiste à transférer les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, vous faites ce qu'on appelle une modification de la Constitution. Puisque c'est la Constitution qui dit la Cour constitutionnelle a tel pouvoir, donc il n'y a que la Constitution qui peut modifier ses compétences. Donc ce qu'il a fait le 12 avril, c'est une modification constitutionnelle. Donc à partir du 12 avril 2018, la Constitution de 2001 n'est plus. On a fait ce qu'on appelle un renversement de l'ordre constitutionnel. À partir de ce moment-là, hein, rappelez-vous, hein, le péché originel, Adam qui croque la pomme, à partir de ce moment-là, tout ce qui va découler de là, c'est un fruit de la forfaiture. À partir de là, il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Ensuite arrivent les assises, parenthèse dont j'insisterai pas beaucoup parce que c'est plus politique qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, dans ces assises, on est censé faire le bilan de... c'est réviser la Constitution. Alors, je tiens quand même à rappeler ici, parce que c'est quand même très important, nous sommes en 2020, les Comores sont indépendantes
depuis 1975. Nous avons connu de 1975 à 2020, et ça dépend d'ailleurs comment est-ce qu'on compte, mais nous avons connu 7 constitutions. En gros, on en a connu 5 et 2 régimes. Le régime révolutionnaire d'Al-Soali et le régime, entre guillemets, putschiste de 1999. Mais en tout et pour tout, on va dire qu'on a connu 7 constitutions en 45 ans d'indépendance. Ça fait, si vous comparez avec les champions du monde des changements constitutionnels, parce qu'ils aiment bien nous donner des leçons, mais les champions du monde des changements constitutionnels, c'est les Français, 17 régimes en 2 siècles, c'est énorme. Et bien nous, on les a battus en termes de fréquence. En 45 ans, on a quasiment fait la moitié. Et on a fait 7 constitutions. Et dans ces 7 constitutions, on a déjà tout essayé. Tout a été fait. On a déjà connu le régime parlementaire pendant 21 ans. Ensuite, on a connu le régime présidentiel. On a connu l'État fédéral. Après, on a fait l'État unitaire. Après, on a fait l'État unitaire un peu décentralisé. Après, on a fait l'État fédéral un peu rationalisé. On a connu l'État laïque. Pas très longtemps. Après, on a connu l'État islamique. Beaucoup trop longtemps. Ensuite, on a connu l'islam simplement source d'inspiration. Après, on a fait l'islam religion d'État. On a fait le Premier ministre, sans Premier ministre. On a tout essayé jusqu'en 2020. Mais le bilan, c'est qu'il faut modifier la Constitution. Aller chercher la logique. Alors, si on a changé la Constitution, il y a quelque chose qu'on n'a pas changé, vous avez remarqué. Ce sont les hommes. C'est les mêmes. Depuis 1975 presque jusqu'à maintenant. Donc, clairement, on ne voit pas, il était où l'urgence de changer le texte. Et quoi qu'il en soit, le président de la République convoque un référendum. Ce référendum a été convoqué dans des conditions complètement illégales, mais on n'a pas le temps de revenir. Et les Comoriens sont appelés aux urnes pour aller voter sur cette constitution. Et là, je veux quand même insister sur un point. Parce que depuis que nous sommes, depuis la forfaiture, depuis le 12 avril 2018, le peuple comorien a été appelé 3 fois pour aller voter. Et vous savez, il y a un terme qui a été employé par mon ami, le précédent intervenant, le suffrage universel. Alors le suffrage universel, c'est quelque chose d'assez génial, parce que le suffrage universel, c'est la méthode qu'on a trouvée à défaut de mieux pour faire participer le peuple dans la prise de décision. C'est l'expression populaire par le vote pour exprimer un choix. Et en général, ce suffrage universel, il n'est pas très bien compris. D'abord, quand bien même, ce qui n'est pas sûr, mais quand bien même toutes les règles auraient été respectées, le suffrage universel ne fait jamais intervenir le peuple. C'est impossible. Le suffrage universel, il ne fait jamais intervenir le peuple. D'ailleurs, le peuple, on ne sait même pas comment le définir. Mais il y a quelque chose qu'on sait définir en droit, c'est l'électeur. L'électeur, on sait ce que c'est. C'est le citoyen qui est inscrit dans une liste électorale et qui peut aller voter. Donc le suffrage universel, au mieux, fait intervenir l'électeur, le corps électoral. Mais le corps électoral, ce n'est pas tout le peuple. Une fois que vous avez enlevé ceux qui sont minoritaires, une fois que vous avez enlevé ceux à qui on a privé le droit de vote, une fois que vous avez enlevé ceux qui sont assez paresseux pour aller s'inscrire dans les listes, une fois que vous avez enlevé les morts mais qui sont encore là, une fois que le suffrage universel, de toute façon, il ne fera jamais parvenir le peuple. Ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi pas, on peut estimer qu'il intervient. Première chose. Deuxième chose, le suffrage universel, quand il intervient dans les conditions fixées par la loi et par la Constitution. Il ne suffit pas d'aller glisser un bulletin dans l'urne pour dire que le suffrage universel s'est exprimé. Pour que le suffrage s'exprime, il faut glisser le bulletin dans l'urne dans les conditions fixées par la loi et la Constitution. Sinon, c'est juste un système de votation. Ce n'est pas le suffrage universel. Et donc, dans les 3 fois où le peuple comorien est appelé à voter, jamais le suffrage universel ne s'est exprimé. Jamais. Jamais. Le 30 juillet, ou le 31, je me trompe à chaque fois, 2018, mars et avril 2019, et dernièrement pour voter les députés. Il ne s'est pas exprimé. Pourquoi? Parce que pour s'exprimer en 2018, il fallait d'abord déjà qu'on ait un juge électoral. Mais bon, ce juge électoral a été neutralisé, c'est proportionnel. Et ensuite, ça a été transféré à la Cour suprême, sauf que la Cour suprême... elle ne peut pas être un juge électoral parce qu'elle n'a pas les textes pour l'être. C'est un peu comme si on vous donnait une compétence et qu'après on vous dit débrouillez-vous. Il n'y a pas de texte, ils ne savent pas comment faire. Donc, comment est-ce que vous voulez qu'il y ait un juge qui juge des élections s'il n'a pas de texte pour le faire? Et c'est assez marrant parce que si vous prenez toutes les décisions de la Cour suprême,
sur les élections. Vous savez, dans les décisions, vous avez les visas en vue. Et les visas sont censés nous dire sur quel texte on s'appuie. Et ça, c'est marrant parce que tous les visas de la Cour suprême, devinez, ça vise quoi? Ça vise les lois organiques de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que ça vise les lois organiques d'une défunte, hein, parce que la Cour constitutionnelle n'existe plus. Donc, une fois qu'elle est morte, avec elle sont mortes les lois organiques. Et donc, on vise les textes, on vise les lois d'une autre cour, qui de toute façon n'existe plus, pour rendre sa décision. Donc, déjà, en droit, ça ne tient pas la route. Ça avance, on arrive en mars 2019, et là, c'est là où il y a un peu le hiatus avec le corps politique. Vous savez, le Comorien, c'est quelqu'un qui aime bien les étiquettes, hein, soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Donc forcément, j'ai quand même une étiquette moi, qui me colle à la peau depuis très longtemps, c'est le juriste de l'opposition. Alors, autant dire que, bon, si je suis opposant, c'est sans doute à ce régime, mais il faut quand même chercher la cohérence. Hein. Elle est où la cohérence? Parce que si on dit que on boycotte les référendums, on n'y va pas parce que bon, c'est quelque chose de illégal. Mais on va quand même aux élections de 2019. Alors quand on va aux élections de 2019, ça veut dire qu'on reconnaît le fait qu'il y a une élection et que si jamais on gagne... D'ailleurs, je me suis une fois amusé à me poser la question. Imaginez la situation dans laquelle un autre candidat autre que Azali avait gagné ces élections. Et imaginez devant qui il prête serment. Et il aurait prêté serment devant la Cour suprême. Celle-là même dont elle conteste l'existence. Et en plus, il aurait prêté serment de respecter quelle constitution? La constitution de 2018 sur laquelle il conteste. Ça aurait été un peu comique comme prestation de serment. Ou bien vous le refusez de prêter serment en tout court, et là, ça aurait été compliqué. Quoi qu'il en soit, ça avance. Et en 2019, le président de la République, il y a la Constitution, le président de la République organise les élections, et, coup de théâtre, c'est là où vous voyez que la forfaiture, c'est un peu dans nos gènes. C'est-à-dire que ceux-là même qui se sont battus corps et âme pour nous imposer une Constitution, ce sont ceux-là même qui vont s'amuser, s'atteler, presque méthodiquement, à marcher dessus. La même Constitution qu'ils nous ont imposée. Ils vont méthodiquement la marcher dessus. Voilà. La Constitution dit la Cour suprême doit avoir des lois organiques, ben, c'est pas grave, on va pas les faire. Il faut quand même qu'il y ait un code électoral, ben, c'est pas grave, on va pas les faire. Vous savez quoi? On va utiliser les anciens textes. Et voilà, on se retrouve à aller dans une compétition électorale sans règles, on n'a pas de règles. Et les règles, on les découvre en même temps, au fur et à mesure de l'élection. C'est assez marrant. Et au final, on a le vote dont on connaît, dont on est sûr que le suffrage universel ne s'est pas exprimé. Ça, c'est sûr. Et à partir de là, on va dire que la forfaiture, là, pour le coup, elle s'est presque enracinée. Ensuite arrivent les élections législatives. Là, c'est les élections législatives. C'est presque l'aveu, mais c'est parce qu'on ne fait pas très attention, mais les élections législatives, c'est presque l'aveu fait par le président de la République lui-même du fait que jusqu'à là, il n'a fait que marcher sur la Constitution. Parce que rappelez-vous, pour faire les élections législatives, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, vous savez, les textes qui sont là ne peuvent pas me permettre de faire une élection. Ils ne sont pas à jour. Donc moi, je voudrais bien prendre une ordonnance pour les mettre à jour, ces textes. Donc je veux une loi d'habilitation qui va m'habiliter à mettre à jour ces textes. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'élection passée, on n'était pas à jour non plus. Et qu'il a fallu mettre à jour les textes maintenant. C'est presque l'aveu. C'est presque l'aveu de dire « Ah mais j'ai peut-être mal fait la dernière fois, il aurait peut-être fallu actualiser ces fameux textes, bon, c'est pas grave. » Et nous on a dit « Bon, le Comorien il s'est tué, on a avancé. » Et donc on est allé devant le Parlement pour aller faire la loi d'habilitation. Alors la loi d'habilitation, pour faire simple, c'est le Parlement de lui-même qui va abandonner toute la compétence que lui a donnée la Constitution pour le confier au président de la République le soin de faire la loi à sa place. Et les ordonnances, c'est pas quelque chose qu'on utilise parce qu'on a envie d'utiliser. Les ordonnances, il faut les utiliser pour des sujets très techniques.
parce qu'on part du principe que les députés ne sont pas assez intelligents pour des sujets techniques. En France, on les utilise par exemple pour légiférer sur les successions, sur la responsabilité des produits défectueux. Vous savez, des choses très techniques et on dit ils ne sont pas assez intelligents, pas assez bons. On va prendre nous, après on va le faire nous. Mais là, il s'agissait quand même, dans ces ordonnances, il s'agissait quand même de donner au président de la République le soin de fixer la règle électorale, donc la règle du jeu, pour aller à l'élection. Donc vous donnez à quelqu'un le soin de fixer les règles du jeu, et après vous irez aller jouer contre lui. Ah, si vous voulez être sûr de perdre un jeu, il faut jouer avec celui qui a fixé les règles. C'est assez facile. Quoi qu'il en soit, on va au Parlement, le Parlement vote la loi d'habilitation, il ne vote pas la loi d'habilitation d'ailleurs, il y a 16 voix contre 16. Égalité, pure et parfaite. Et là, le président de l'Assemblée dit, en fait, moi j'ai voté avec les 16 qui ont voté pour, et comme je suis le président, ma voix elle est prépondérante. Donc, du coup, la loi d'habilitation est adoptée. Et il n'y a pas, ils étaient tous là, il n'y a pas un seul député qui a quitté pas un seul député pour dire « Monsieur le Président, mais en fait, votre voix prépondérante est basée sur quoi ?» Parce que la voix prépondérante n'existe dans aucune de nos législations. Parce que nous avons un Parlement assez fort. Nous avons deux règlements. Deux règlements intérieurs. C'est-à-dire qu'alors on se parle, on ne sait même pas lequel qui s'applique. Deux règlements intérieurs. Et bien dans ces deux règlements intérieurs, il n'y a nulle part fait mention d'une voix prépondérante. Ça n'existe pas, tout simplement. C'est-à-dire que ce jour-là, le président de l'Assemblée a décidé de faire adopter une loi sur le fondement d'une règle qui n'existe pas. Et les 33 députés qui étaient à l'Assemblée, qui sont censés quand même avoir lu le règlement intérieur, il n'y a pas un seul pour lui dire non, ça n'existe pas. Et donc, on a voté la loi d'habilitation, on a donné les ordonnances au président de la République, et le président de la République a adopté les nouvelles règles. Oublions la voix prépondérante. Quand il prend les règles d'ordonnance, ces ordonnances, le président de la République prend des règles sur des domaines dans lesquels la Constitution, j'ose pas dire la sienne, la Constitution de 2018, on va dire, cette Constitution-là dit les règles électorales concernant les députés doivent être prises par une loi organique. Eh bien non, il a pris par une ordonnance. Normalement, on peut prendre une ordonnance dans les domaines de la loi organique. C'est impossible. Parce que la loi organique, même les députés eux-mêmes, qui sont quand même les représentants de la nation, même les députés eux-mêmes, pour faire une loi organique, la majorité absolue ne suffirait pas. C'est-à-dire, cette majorité absolue qui a suffi à donner au président le droit de faire des ordonnances, elle n'aurait pas suffi pour eux-mêmes pour adopter la loi organique. Comment est-ce que vous êtes capable de donner le pouvoir à quelqu'un de faire quelque chose dont vous-même vous n'aurez pas pu faire? Miracle. Et lui, il a pris l'ordonnance, il a fait les lois organiques. Ça, là déjà, il y a un problème de légalité. Et enfin, on fait les élections et on arrive dans la situation dans laquelle nous sommes. Durant toute cette étape de 2016 jusqu'en 2020, ce n'est pas que les gens n'ont pas combattu ce qui se passait. Les gens ont combattu la forfaiture. Mais il y a un outil qu'on a oublié. Vous excuserez un juriste de faire du droit. Mais il y a un outil qu'on a oublié, c'est d'appliquer le droit. Tout simplement. Et vous allez voir les conséquences de tout ça. La Constitution de la République avait tout prévu. Tout était fait pour que si jamais on a quelqu'un qui dépasse un peu les bornes, on puisse le bloquer. Tout était prévu. Mais nous avons un personnel politique qui ne sait faire que de la politique. Et même ça, ils ne le font pas très bien. Et donc, quand le problème est arrivé, ils ont mis la règle de côté et ils se sont mis à faire de la politique. Vous vous souvenez, tous les vendredis, quand on descendait dans la rue, et d'ailleurs on a quand même des hommes politiques qui ont quand même dû subir physiquement la forfaiture, ils sont descendus dans les rues, ou bien ils font des conférences de presse, voilà, en disant « c'est pas bien ce qui se passe, etc. » Eh bien, figurez-vous que la Constitution avait prévu que, parce que, vous savez, l'article 12 qui donne au président le droit de faire ce qu'il veut, il y a un dernier alinéa que personne n'a lu, dans le tout dernier, qui dit que
Si le président, un jour, il se lève le matin et dit « Je vais utiliser des pouvoirs exceptionnels », la Constitution dit « Si jamais ça arrive, ce jour-là, l'Assemblée se réunit de plein droit. » Elle n'a même pas besoin d'être convoquée, hein. Elle se réunit de plein droit. Et une fois qu'elle se réunit de plein droit, elle peut mettre fin au pouvoir exceptionnel, tout court, hein, par un simple vote à la majorité absolue des voix. Un simple vote à la majorité absolue des voix et c'était fini. Tous les députés qui se réclament de l'opposition étaient majoritaires. Ils avaient la majorité absolue. Pourquoi se prendre la tête à aller faire des conférences de presse, etc., alors qu'il aurait suffi de se réunir au Palais du Peuple, qui décidément porte bien son nom, et voter, tout simplement. Et dans ce cas-là, si le président marche quand même et avance, on aurait la preuve de la dictature. Hein, parce qu'on a appliqué la Constitution, il marche quand même. Mais à partir du moment où vous mettez le texte de côté, et que lui a mis le texte de côté, la forfaiture des deux côtés, on ne va pas s'en sortir. Hein. C'est pas possible. Forfaiture contre forfaiture, il ne peut pas en sortir autre chose que forfaiture. C'est comme ça. On a mis le texte de côté. Parce que le Parlement, dans lequel siègent nos représentants de la nation, n'ont pas fait leur travail. Vous savez que dans la Constitution de 2001, dans la Constitution de 2001, le député, j'insiste sur le député parce qu'il y a les élections législatives, le député, il est le seul élu de la nation qui est élu au suffrage universel direct par le peuple comorien à la majorité absolue des voix. Le seul. C'est le seul, le député, c'est le seul élu de la nation qui a la légitimité la plus forte. Même le président de la République n'a pas cette légitimité. Le président de la République aux Comores, vous savez comment il est élu? Il est élu par le plus grand nombre. Alors quand vous êtes 3 candidats à vous disputer 100% des voix, il y a plus de chances pour qu'aucun n'ait la majorité absolue. Et c'est ce qui s'est passé. Le président de la République est élu en 2016, il est minoritaire. Il n'a pas atteint la majorité absolue. Pire, si vous prenez les 2 candidats qui, semble-t-il, ont perdu, vous additionnez leurs voix, ils ont plus de 60%. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la majorité absolue des voix face à des élus qui, eux, sont les élus de la nation à la majorité absolue. Donc en termes de légitimité électorale, c'est eux les plus forts. Ils ont oublié le texte. Ils ont même réussi, l'Assemblée, elle a quand même réussi quelque chose d'assez extraordinaire, ça n'existe nulle part. L'Assemblée comorienne a réussi à ouvrir une session, à la fermer, sans jamais siéger une seule fois. Ouvrir, ça dure longtemps une session. Elle a ouvert, elle a fermé, pas une seule fois ils ont siégé. Et vous savez, le seul texte qu'ils ont adopté, c'est assez marrant, la loi 19-001, devinez c'est laquelle? C'est la loi d'habilitation. La seule loi dans laquelle ils votent, c'est pour dire on ne veut pas de nos compétences. Prenez. Là, c'est assez bizarre comme situation. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce que, décidément, on multiplie les exceptions dans mon pays, c'est ce qui est génial. C'est qu'on en est arrivé là, pourquoi? Parce qu'au Comores, on a réussi l'exploit, encore une fois, jamais réalisé nulle part, d'avoir une assemblée qui est présidée par un président issu de la minorité. Ça n'existe nulle part. Il n'y a qu'au Comores, un président minoritaire. C'est-à-dire que lui, il préside l'assemblée, mais il est minoritaire. Et je ne sais pas par quel miracle il est arrivé là, mais c'est un miracle très comorien. Et donc forcément, comme il était là, évidemment, il ne va pas faire réunir, il va pas réunir le bureau, il ne va pas réunir les sessions, parce que ce n'est pas dans son intérêt de le faire. Voilà. Et ensuite, là c'était l'Assemblée. Ensuite, on tombe sur la Cour suprême. La Cour suprême, vous savez, les toges, les robes, le serment fait de respecter la loi. La Constitution d'ailleurs le dit très bien. Les juges de la Cour suprême sont sous l'autorité de la seule loi. J'ai déjà eu beaucoup de débats avec des collègues qui me disaient que la Cour constitutionnelle, elle était mauvaise, parce que la Cour constitutionnelle, il siégeait des gens qui n'étaient pas des juristes. Et on m'a expliqué que bon, le jour où il y aura des juristes, dans la Cour constitutionnelle, tout ira très bien. À la Cour suprême, il ne siège que ça, des juristes. La preuve qu'il ne suffit pas de faire siéger des juristes pour que tout aille bien. Et donc, la Cour suprême, elle, c'est quand même elle qui a, on va dire que la faillite
La plus grande des faillites, elle vient quand même de la Cour suprême, parce qu'elle avait le pouvoir de tout arrêter. La Cour suprême, on le saisit la première fois pour demander un avis, pour lui demander est-ce qu'on peut utiliser l'article 12-3. La Cour suprême aurait pu dire non. Non seulement vous n'avez pas le droit de le faire, mais en plus, c'est pas à moi de demander. Il faut demander à la Cour constitutionnelle, mais bon, malheureusement, elle n'y est pas encore. Elle n'y est pas toujours. Elle aurait pu, la Cour suprême, la première fois qu'elle a été saisie pour être juge électoral, dire « Vous êtes bien gentil, mais je n'ai pas les textes pour juger. » Elle ne l'a pas fait. Mais pendant ce temps-là, elle arrive, alors que c'est quand même des juristes, elles arrivent toujours à appliquer, enfin, c'est même pas qu'ils appliquent le texte, c'est que voilà, on est dans une logique dans laquelle on fonce droit dans le mur pour après servir la forfaiture. Et donc, en conclusion, je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Vous avez déjà entendu parler des maladies auto-immunes? Les maladies auto-immunes, c'est des maladies... Ça, c'est génial comme système, parce que une maladie auto-immune, c'est une maladie dans laquelle votre système immunitaire, qui est censé vous protéger quand même, c'est elle qui se retourne contre vous, qui vous détruit. C'est très compliqué à lutter contre une maladie auto-immune. Et bien en fait, ce qui s'est passé aux Comores, c'est l'histoire d'une maladie auto-immune. C'est les institutions de la République elle-même que la République avait mis en place pour la servir, là, et puis servir, et qui se sont retournés pour la servir, L', asservir, c'est-à-dire faire l'asservissement. Les propres institutions qui étaient censées nous protéger, ce sont celles-là même qui se sont liées pour détruire la République. Vous savez, les Romains qui ont inventé la République, très très vite ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Parce que si on donne les pouvoirs à quelqu'un, il a tendance à en abuser, disait Montesquieu. C'est une expérience éternelle. Il fallait trouver un moyen pour protéger contre l'abus d'un homme. Et les Romains ont dit, bon, c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est que si on donne le pouvoir à un consul, pour pas qu'il en abuse, on va lui coller un gardien. Voilà. Donc le gardien va le surveiller pour pas qu'il abuse. Mais si vous mettez un gardien pour surveiller celui qui abuse, de qui doit-on avoir peur? Du gardien, parce que bon, du coup lui il a plus de puissance. Alors qu'ils se sont dit, il faut quand même quelqu'un pour garder le gardien. Et ensuite ils l'ont mis. Après ils se sont dit, ah mince, il faut quand même quelqu'un pour garder celui qui garde le gardien. Et en fait ainsi de suite. Et on n'en finit jamais. Il y a toujours un gardien qu'il faut garder. C'est ça l'histoire de la République. Et enfin, on s'est dit, c'est très simple. Comme il y aura toujours un gardien pour garder quelqu'un, on va les diviser. Voilà. On va faire la séparation des pouvoirs. Pour que, disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Et bien l'histoire des Comores, dans la situation dans laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est les pouvoirs qui accompagnent le pouvoir. Et ça, c'est très compliqué à lutter, quand vous n'avez aucune institution envers laquelle vous retournez. Et dans ce cas-là, on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc une institution. En fait, il y en a une qui reste. La seule qui vaille. Celle qui a posé tout ça. Parce que qui c'est qui a posé tout ça? C'est le peuple. Donc vers qui se retourner? C'est le peuple. C'est le peuple le seul souverain. Article 3 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Et nous, au Comores, on est toujours dans la logique du Faoumé. En fait, si c'est nous le pouvoir. Donc au bout des moments, c'est à nous de réagir. Merci Mohamed Rafsanjani. Il a été très très technique et c'est vrai que passer à plus c'est toujours compliqué. Mais au moins on sait exactement comment sont posés aujourd'hui les fondements de notre République comorienne. Merci encore, excellent, vraiment excellent. Applaudissez une seconde fois, s'il vous plaît. Comme il l'a dit à l'instant, c'est au peuple de se réveiller, c'est au peuple de prendre le pouvoir. Et nous, ça fait 10 mois qu'on lutte. 10 mois qu'on lutte entre Comoriens. 10 mois que finalement, les mêmes médias font le boucle entre
Aujourd'hui, on n'a pas de journalistes extérieurs, on n'a pas de partenaires extérieurs, nous n'avons pas de porte-parole pour venir soutenir cette lutte. Ça fait 10 mois, comme j'ai dit à l'instant, on est 400 000 ici, en Europe. Tous les dimanches, on est dans les rues. On est à peu près 15 000 personnes par week-end dans les rues. Ce qui veut dire qu'on a dépassé plus de 200 000 personnes dans les rues, pour une population de 400 000 habitants. Au Comores, de l'intérieur, on nous interdit de manifester. Toute manifestation est interdite. Les journalistes ne peuvent même pas couvrir les événements. Les opposants sont tous en prison ou torturés. En otage, pour certains. Donc, comme Mohamed Rafsanjani l'a dit, c'est nous, le peuple, de prendre ce pouvoir. Parce que nous, en Europe, on est encore libre de manifester. On l'a montré. Mais maintenant, on doit passer à un niveau supérieur. On doit avoir des partenaires. Je remercie Nathalie pour votre présence. Je remercie Donald pour sa présence. Parce que la lutte maintenant doit s'internationaliser. Il doit y avoir une divergence des luttes. L'Afrique, convergence de lutte. L'Afrique, c'est 1 milliard d'individus. Là, aujourd'hui, on parle des Comores. Mais ces mêmes problèmes sont également en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée. Et donc, pourquoi pas, à un moment donné, nous rassembler et faire front commun. Donc, c'est pour ça, là, je vais faire rentrer mon frère et ami, Donald, qu'on appelle l'homme du métro. Il se bat tout le temps dès qu'il peut. Il dénonce les actions. Il dénonce les exactions de nos dictateurs, de nos politiques, de cette France-Afrique qui a fait tant mal. À l'instant, je l'ai rappelé. On est resté en France. Et pourtant, Emmanuel Macron, qui a le rapport de la préfecture, il les voit. Il voit on est combien. Et pourtant, à chaque fois, ce Azali Assoumani vient ici en France. Il est reçu par les honneurs. Comment aujourd'hui, on peut dire que l'État français, pas la France, l'État français, comment on peut dire qu'il nous respecte alors qu'on pleure chaque jour, on pleure nos morts, on pleure nos prisonniers. Donc c'est pour ça que je demandais à mon frère et ami Donald, le panafricain qui se bat, qui est engagé, de venir témoigner son expérience et nous montrer comment on doit lutter à partir de maintenant. Donald, à toi, merci. Merci donc à Farad, merci à tout le monde. Merci donc pour votre présence, pour ceux qui ont eu donc la peine, le temps de venir ici pour le sacrifice. Merci donc aux organisateurs, merci à Nathalie que nous voyons ici par rapport à ce qu'elle fait. Bon, moi j'aime me mettre debout, mais bon, je vais essayer de m'asseoir. Mettez-vous à l'aise. Comme au métro. Voilà. Ouais. Lorsqu'on est debout, je pense qu'on est combatif. Comme au métro, comme au métro. Voilà. Merci. Alors, on va essayer donc de parler du panafricanisme. C'est vrai que j'ai rien préparé comme feuille. Je veux vous partager mon expérience. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier aussi des personnes avec qui, des panafricaines, avec qui sont très déterminées. Donc, je vois, il y a Maman Grâce. Pour certains, vous les voyez parce que nous partageons le métro avec elle. Voilà. Suivi de Edwige de la Côte d'Ivoire panafricaine aussi, très déterminée. Il y a Mariama qui est là, une dame de fer. De toutes les luttes, elles sont là. Yaye, voilà. Elles sont, je dis bien, de toutes les luttes, j'oublie pas, donc Touré qui m'accompagne partout, voilà, voilà. Ils sacrifient de leur temps pour être là, c'est pourquoi j'aimerais bien donc les honorer. Elles sont pour toutes les luttes, Mali, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, elles sont partout. Aujourd'hui, les Comores, on vient de les inviter, elles sont venues. C'est vraiment du temps sacrifié, donc j'aimerais les honorer. Avant d'oublier, le 8 février, donc le samedi prochain, Raza,
c'est le rassemblement, c'est l'association qui s'est mise autour de l'homme du métro. Nous organisons une conférence sur le franc CFA. Et j'invite tous, j'allais oublier Otis qui est là aussi, qui est avec nous, panafricain. Merci. Voilà. Rassemblement des Africains, des Afro-Caraïbéens pour la souveraineté de l'Afrique. Nous organisons une conférence sur le franc CFA avec le professeur Nicolas Agbo, docteur en économie. Ça fait 21 ans. Ce sont les premiers, donc même avant les Kémy Séba, qui ont commencé cette lutte sur le franc CFA. Nous organisons une conférence à Porte de Choisy, 27 avenue de Choisy, à Paris 13e. Donc nous serons heureux de vous accueillir avec nous. Voilà. Donc pour comprendre le franc CFA et les mécanismes qu'ils ont mis derrière l'éco. Le franc CFA, bon, vous avez le franc commun, mais c'est le même principe. Voilà, donc, parce que lorsqu'on parle de 15 pays où la convertibilité est exclusivement dédiée